Mardi 3 mars 1896, plus de jours. J'ai écrit à Valérie Kirmisson pour lui demander de venir jeudi chez moi avec Magali. Casalis. Elle est très gentille, Valérie, très bien élevée, très aimable et intelligente. Elle a 15 ans et demi. C'est drôle cette préférence que j'ai à choisir toutes mes amies beaucoup plus âgées que moi. C'est peut-être à cause de mon caractère tellement au-dessus de mon âge. Je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux pour moi d'être ainsi, de savoir bien des choses que les enfants ignorent, d'avoir une certaine connaissance de la vie et de toutes ses horreurs. Je crois que je suis plutôt intelligente, je comprends facilement et j'en fais mon profit. Telle ou telle parole qu'une autre enfant laisserait passer inaperçue, je la relève, et je cherche à l'approfondir. Est-ce un tort? Mais voilà bien des choses sur moi. Heureusement que je ne crains pas d'ennuyer un lecteur ombrageux et à l'humeur critique, puisque ce n'est que pour moi que j'écris. Si je venais à mourir, qui sait en effet ce qui peut arriver, je laisserais ce carnet à maman en souvenir de sa chère petite fille bizarre. Mais j'espère vivre encore un brin, comme aurait dit ma nounou autrefois. Et cela me chiffonne de faire mon testament si tôt. Inepte enracinement de l'homme à la terre. Je remarque que je suis profonde aujourd'hui. J'aimerais bien l'être un peu plus en matière religieuse. C'est drôle, ou plutôt c'est triste, de voir comme nous vivons d'une manière insouciante cette vie, si inutile parfois, sans penser le moins du monde qu'il y a la mort, et après. Voilà à quoi ne songe pas le siècle présent. Il mourra, il le sait, mais après, advienne que pourra. En attendant, on jouit, on s'amuse, quelquefois d'une manière très immorale, mais bah, personne n'est là pour nous châtier, personne. Malheureux personne. Et après? Croyez-vous que ce sera toujours personne? Ah, malheureux maudit. C'est qu'à la fin, après la mort, il y aura quelqu'un. Et alors, ce sera l'enfer. Jeudi 5 mars. Nous irons à la Grollet passer les vacances de Pâques. Cousine Thérèse viendra avec Lisette, sa petite chienne. Mam ne peut pas venir car elle n'est pas bien en ce moment-ci. Elle souffre des reins et reste étendue presque tout le jour. Valérie, Kirmisson, vient ce soir. Samedi 7 mars. Ma journée d'hier a été très occupée. D'abord, le matin, une leçon de solfège. Après déjeuner sorti, puis nous sommes rentrés à la maison. En bas, maman nous attendait avec la voiture. Elle m'a conduite au cours de danse, puis repartie avec Jean, visiter l'hôtel du boulevard Haussmann. Nous sommes toujours à visiter des hôtels ou des appartements à louer, car nous comptons déménager bientôt de cette vieille bicoque. Le cours de danse a été assez amusant. Il y avait Germaine Collat, elle a été étonnée que je n'aille plus au cours des garçons. Je lui ai raconté l'impolitesse de madame Keller. Avons dansé la fin de la gavotte du pas de quatre. Après le cours de danse, maman est venue me reprendre et nous sommes partis pour la belle jardinière. Là, on m'a pris mesure pour une Amazone. Tra-la-la, papa, tra-tra-la-la. Je vais remonter à cheval. Enfin, nous sommes rentrés très fatigués, maman et moi. Aujourd'hui, il pleuvasse. Il est probable que nous n'irons pas à la Grollet pour Pâques. Maman trouve que 2 voyages en si peu de temps, c'est trop coûteux, et elle nous laisse choisir entre Pâques et le mois de mai. Moi et Jean préférons de beaucoup le mois de mai. Je crois donc que nous resterons à Paris. Thérèse viendrait au mois de mai, au lieu de venir maintenant, voilà tout. J'ai mal à la tête. Demain dimanche, j'irai au catéchisme, puis je me confesserai après. L'après-midi, j'irai chez Vailly. Lundi 9 mars. Je suis allée au catéchisme hier, mais la Bélanis n'y étant pas, je ne me suis pas confessée. J'ai été chez Valérie Kirmisson. Nous étions toutes les deux seules. Nous avons causé tout l'après-midi. Je l'aime de plus en plus. Ici, il faut que j'épanche ma bile. Miss Bruce, l'institutrice, est censée être ici pour Jean et moi. En réalité, moi ou rien, idem. Quand je veux réciter une leçon, Miss est toujours occupée à autre chose. Et je suis obligée d'avoir la raison de travailler seule, de faire tout sans aucune aide, et on veut que je sois savante. Oh, injustice. Mercredi 11 mars. Maman a l'air de m'aimer moins. Elle prodigue 1000 et 1000 tendresses à Jean parce qu'il a eu des présidences aujourd'hui. Note. Les présidences constituaient la version républicaine des croix d'honneur, dorées ou argentées, suspendues à de beaux rubans de moire et distribuées en fin de semaine
aux meilleurs élèves des écoles religieuses. Reprise. Beau mérite vraiment. Avec sa Bruce qui ne le lâche pas d'une semaine et son professeur qui lui fait tous ses devoirs, ce n'est pas bien malin d'avoir une présidence. Et encore, si au moins il était cinquième, mais non, toujours dans les derniers. Si c'était moi, je me rappelle le temps où j'étais toujours première, avec 2 présidences et 100 personnes pour m'aider. Maintenant, hélas, je pense bien mourir, oh oui. Va, pauvre fille qu'on dédaigne, pauvre bête ignorante, que fais-tu ici? Va-t'en donc, mourir. Ou m'en aller loin, m'en aller seule, mourir. Ce soir, je me sentais triste. Toujours un peu la même pensée qui m'obsède. Être inférieure, baisser dans l'esprit de maman, ne rien savoir, être bête. Je voyais maman contente de Jean et je me disais, et moi, maman, jamais ne dira, Kata, tu es gentille, tu travailles bien, tu me fais honneur. Non. Je suis à maman une charge inutile, je ne lui donne jamais un moment de satisfaction, et c'est moi qui l'embarrasse le plus. Voilà ce que je pensais en jouant du piano, et j'ai pleuré, pauvre bête que je suis. Alors j'ai déchiffré un air de Mozart. Ce qu'il y avait dans cet air, je ne sais, mais il m'a calmé, il était si doux. Ah, Mozart, merci, bonsoir. Lundi 16 mars, du 5 jours. C'était hier ou avant-hier que devait tomber le bolide qui nous eût tous mis en capilotade. La France, l'Espagne, l'Allemagne, tout cela disparu d'un coup avec en plus une partie du Portugal. Eh bien, de bolides, pas plus que sur ma main. Est-ce tant mieux ou tant pis? La sagesse devrait dire tant pis. Mais moi, je dis tant mieux. Je suis de très bonne humeur. Et après avoir lu les pages désolées que j'ai écrites mercredi dernier, je me suis promis de m'égayer moi-même aujourd'hui en écrivant tout de couleur rose. Nous nous sommes bien amusés hier. Ce gros drôle de type d'Henri C. est venu pour jouer avec nous. Comment ça peut-il l'amuser de jouer avec des petits gosses comme Jean Pozzi et André Troisier? Je crois vaguement que c'est un peu pour moi qu'il est venu. André Troisier s'arrange, il devient très intelligent et bien plus avancé que je ne le croyais. Je suis fatiguée. J'ai fait un effort et été prête à 10 heures et j'ai travaillé pas mal mes leçons. Pour me reposer, je joue à la balle, que je suis encore enfant. Je dois aller cet après-midi essayer mon Amazone toute finie. Je vais monter à cheval avec Valérie, tralala, le soir. Je reviens du boulevard Haussmann où j'ai pris le thé avec toute la famille Casalis. Valérie y était, Magali aussi. Je l'ai trouvée pas mal refroidie à mon égard, cette chère amie. C'était glacé. Je crois que cela l'ennuie que je sois si bien avec Valérie. Elle est un peu comme sa mère, qui ne permet pas qu'on soit mieux avec ses amis qu'elle ne l'est elle-même. Décidément, je m'y perds dans le caractère de cette Magali. Je croyais qu'elle m'aimait. Je viens de recevoir une douche glacée d'indifférence qui montre mes erreurs. Enfin, j'ai envie tout de même de surmonter malgré elle cette indifférence. J'ai envie de me faire aimer. Car je crois vraiment qu'elle n'a jamais bien aimé quelqu'un. Sur ce, bonsoir. Vendredi 20 mars, plus 4 jours. Ouf! Il fait un temps resplendissant. Je viens de chez Hickel m'acheter un canotier pour monter à cheval, car c'est aujourd'hui le grand jour. Valérie, hélas, ne monte pas avec nous, elle est indisposée, et ne pourra monter qu'à Pâques. On s'amusera quand même. Samedi 21 mars. Je suis montée hier sans la moindre fatigue. J'ai eu monsieur Masset et Achille, mon cheval chéri. Je suis enfin guérie pour de bon, puisque je ne me sens pas fatiguée. Tralala. L'espérance entre dans mon cœur, en même temps que le soleil qui continue à briller radieusement. C'est aujourd'hui le 21 mars, par conséquent le premier jour de printemps. Les bourgeons verdissent, les oiseaux chantent. Je me sens toute ragaillardie. J'irai au bois avec Fidélia et Todd. Nous cueillerons des violettes et des marguerites. Je suis contente. Vive le printemps! Mardi 24 mars 1896. J'ai reçu hier une lettre de Valérie qui me dit pourquoi elle n'est pas venue au bois dimanche. Note. Catherine a gardé de ce dimanche une petite marguerite qui a séché entre 2 pages de son carnet. Elle avait invité chez elle Magali avec Suzanne Engel qui est enfin arrivée. Elle savait, je pense, que je ne pouvais venir, voilà pourquoi elle ne m'a pas invitée. Elle me promet de me réinviter une autre fois avec Suzanne et la délicieuse Magali. Il est impossible de voir Vailly sans Magali. J'ai peur
que Magali ne me débine envers qui croit tout ce qu'elle dit comme parole d'évangile. Mais voilà ce cher petit carnet fini, déjà, mais je le garderai bien soigneusement. Il me rappellera tout ce cher hiver 1896. Pour l'été, je vais m'en acheter un autre. Et cela fera les 2 volumes, hiver-été. N'ai-je pas écrit trop de bêtises dans celui-ci? Mais bah, c'est pour moi seul. Cata. 26 mars, volume 2. Pour faire suite à mon petit cahier marron intitulé Hiver 1896, ce volume est le printemps et l'été 1896. J'aurai 14 ans le 13 juillet 1896. Appartenant à Catherine Pozzi, commencé le jeudi 26 mars 1896, fini le samedi 1er août 1896, histoire de mon âme. Jeudi 26 mars 1896. Mam vient de m'acheter ce cahier. Bonjour, bonjour, cher nouveau petit cahier. Mon autre petit cahier marron est fini, et c'est maintenant à toi que je vais confier tous mes secrets, mes petites joies et mes petits chagrins. J'espère que je ne dirai jamais rien de mal, et que je ne crierai aussi jamais rien de triste, dans le courant de cet été et aussi peut-être pendant l'hiver 1897, car, étant beaucoup plus grand que mon précédent cahier, je pourrais écrire plus de choses dans celui-ci. Vendredi 27 mars. Hier, l'essai nous avait invités à aller au théâtre. Nous y sommes allés, Jean et moi. On jouait Horace et le malade imaginaire. J'avais déjà vu le malade 2 fois et je ne suis restée que pour Horace. Note. C'est au Théâtre Français que Catherine Pozzi a assisté à cette représentation donnée en matinée. Comme acteur, Monet Sully a été très beau dans Horace. Paul Mounet note. Le grand tragédien du théâtre français, Jean Sully Monet, 1841-1916, dit Mounet Sully, était, tout comme Samuel Pozzi, d'origine protestante et périgourdine. Les Pozzi fréquentaient en Dordogne les Mounet Sully, qui possédaient une propriété à Garrigues, près de Bergerac, et les accueillaient également dans leur salon parisien. Le frère cadet de Mounet Sully, Paul Mounet, 1847-1922, à l'origine docteur en médecine, s'engagea en 1880 à l'Odéon pour jouer Horace, déjà, et devint sociétaire du Théâtre Français en 1891, reprise. Paul Mounet, pas fameux dans Reprise. Comme acteur, Mounet Sully a été très beau dans Horace, Paul Mounet, pas fameux dans Curiace. Mademoiselle Dudley, très mauvaise dans Camille. Sabine a été jouée par Duminil, assez bien. Le rôle du vieil Horace, fait par Sylvain, était mal joué. Jean est allé dans les coulisses où il a vu Mounet Sully. Il était pas temps, ce frère à moi. Toujours en retard pour tout ce qui est travail, et plutôt trop avancé pour ce que les enfants de son âge ignorent généralement. Il va dans les coulisses, il connaît toutes les actrices, il est reçu chez Sarah Bernard, note. La célèbre tragédienne Sarah Bernard, 1844-1923, entrée à la Comédie Française en 1862, était à la tête du théâtre de la Renaissance depuis 1893. Elle fut la maîtresse de Samuel Pozzi, quand il n'était encore qu'un tout jeune étudiant. C'est elle qui le poussa à aller en Amérique, d'où il revint porteur de nouvelles idées et techniques en obstétrique. Elle-même, opérée en 1898 par celui qu'elle surnommait Docteur Dieu, elle demeura jusqu'à la fin de sa vie sa grande amie fidèle. Reprise. Il est reçu chez Sarah Bernard, il va aux soirées de maman et lit pas mal de romans. Voilà. Il faut dire pourtant que moi, je suis aussi un peu comme cela, tout en ayant un tout autre caractère que lui.
Je suis plus active, plus gaie, plus bavarde. Jean est par nature d'un caractère plutôt indolent et paresseux. Mais cela ne l'empêche pas de s'intéresser à l'orthographe et au calcul. Moi et Jean, nous sommes des enfants fin de siècle. Du reste, il n'y a pas que nous deux. Tous nos amis le sont. J'ai reçu ce matin une lettre de Valérie Kirmisson disant: Bien chère Catherine, hurrah! Mon Amazon sera fini samedi et lundi à 2h30, j'irai chez Pellier. Veine, veine. Samedi 28 mars. Le lendemain. J'ai à raconter toute la journée d'hier. Je n'ai écrit que le matin et il me reste à dire tout l'après-midi et la soirée. L'après-midi, je suis allée au manège. Je me suis bien amusée, mais je m'amuserai encore plus quand Valérie viendra. Le reste de l'après-midi, nous nous sommes promenés, puis nous sommes rentrés. Maman était dans tous ses états. Elle avait commandé un gigot à Montpellier, et ce gigot n'était pas arrivé. Et la pauvre maman répétait avec désolation: il n'y aura pas de rôti, il n'y aura pas de rôti. Enfin, le soir étant arrivé, on se décida à acheter un autre gigot chez le meilleur boucher de Paris. Mais un gigot de Paris, c'est dur, mauvais, tandis que ceux de Montpellier vous fondent dans la bouche. Le soir, je travaillais un peu, mais pas beaucoup. Car avec le va-et-vient des domestiques affairés mettant le couvert, c'est difficile de faire attention à quelque chose. Enfin, sur la pointe de 6 heures, on sonne à la porte de la cuisine. On va ouvrir, c'est le gigot. Ah, quel soupir de soulagement part de toutes les poitrines. Triomphante, je cours chez maman lui dire la bonne nouvelle. On mit le gigot à la broche. Et le dîner fut succulent, tout est bien qui finit bien. Mais l'autre gigot, acheté à Paris, nous est resté. Et diable de diable, nous voilà au gigot pendant 15 jours. La soirée. À 8h30, je suis descendue m'habiller. Je me suis lavée avec soin. J'avais une sorte d'appréhension que cette soirée ne soit que le baptême de mon entrée dans le monde. Le monde. Mot magique qui fait battre tant de cœurs. Oh, pourtant, comme je préférerais être à l'abri de toutes ces sensations. Mais continuons. Après avoir attendu la fin du dîner, je suis entrée dans le salon. Todd était couché sagement dans sa niche. J'ai réussi à lui faire croire que j'étais couchée. Ce chien n'a pas de nez du tout. J'entrai dans le salon. Après quelque temps, on pria une jeune artiste qui était là de jouer de la harpe. Elle joua et même très bien. Puis un violoniste, Monsieur Wagner, se fit entendre. Jamais je n'ai entendu de pareille musique. C'était divin. Par moments, l'air était triste et on aurait dit que le violon pleurait. Et j'avais envie de pleurer aussi. J'ai été ainsi ensorcelée pendant tout le temps qu'il a joué. Mais ce n'était pas lui que j'aurais voulu remercier, c'était son violon. J'eus pendant un instant l'idée folle d'aller embrasser l'instrument qui m'avait charmée. Oh, le violon, oh, cet air, je m'en souviendrai toute ma vie. Après, Mounet Sully a dit des vers, j'ai veillé ainsi jusqu'à minuit et demi. En revanche, ce matin, j'ai dormi jusqu'à 10 heures. Et ma première pensée en m'éveillant, quelle chance, il est 10 heures. Fräulein Hollander qui devait venir à 9 heures, elle ne viendra plus. Ainsi, toujours, le côté gai fait place chez moi au côté sentimental. Dimanche des rameaux. Il pleut, il pleut. Ça a été ainsi toute la journée d'hier, où il a même grêlé. Adieu les bourgeons et les marronniers en fleurs. Fidélia a été à la messe ce matin et a communié. Nous ne ferons nos Pâques que dans 8 jours, à Pâques même. Je devais aller aujourd'hui au conservatoire avec maman, mais j'apprends qu'il y a la retraite ce soir à 4 heures. Je crois donc que je n'irai pas. J'ai acheté, ou plutôt m'a donné, un autre cahier où j'écris jour par jour ce qui me passe par la tête. Celui-là ne me servira donc qu'à copier ou écrire ce que je trouve bien dans ce que je lis, les vers, les mots drôles, voilà. Si vous voulez de plus amples informations, passez au premier tiroir de mon petit meuble empire. Vous y trouverez mon cahier noir où j'écris tout. Voilà. Cata. Lundi 30 mars.
Hier, je suis allée au catéchisme à 5 heures. Avant, nous nous sommes promenés au bois avec André Troisier. Ses parents sont partis hier soir pour Rome. Ils vont faire un voyage dans toute l'Italie pendant les vacances de Pâques. La séparation avait l'air d'être tout à fait indifférente à André. Il nous a déclaré qu'il était au contraire très content d'être laissé tout seul à Paris avec son frère et de faire ensuite encore seul le voyage à Reims. Sa mère, désolée de quitter ses enfants, avait laissé à André de quoi s'acheter des douceurs pendant son séjour à Reims. 1 franc. Quelle générosité! Si le père Troisier le savait. Mon catéchisme a été bien au commencement. Mais un vieux prédicateur inconnu a presque endormi toute l'assistance. À la fin, on a donné la bénédiction et j'ai demandé à Dieu de bien profiter de cette retraite et de m'accorder la grâce de bien faire mes Pâques. Ah, si je réussissais à convertir papa et maman du même coup. Car maman, bien que catholique, est hélas fort peu pieuse. Elle ne va presque jamais à la messe et ne se confesse et communie qu'une fois l'an. Mardi 31 mars. Hier, je suis montée à cheval avec Valérie. Monsieur Pellier a dit que nous serions bientôt assez fortes pour aller au cours de jeunes filles. Je me suis beaucoup amusée. J'ai eu un cheval très gentil, tout nouveau, on vient de l'acheter. Je continue à avoir des ennuis avec cette buse de Fidélia. Un jour, elle m'a abîmé un joli vase. L'autre jour, elle me casse un broc. Elle renverse l'encre bleue et fait des taches sur mon joli tapis. C'est la seconde fois qu'elle renverse cette encre, et encore si elle le disait. Mais il faut que je m'en aperçoive, et alors elle dit comme excuse, mais il y a si longtemps que je l'ai fait. Quelle vie! Mercredi 1er avril. Je m'aperçois que j'ai été fort peu charitable dans ce que j'ai écrit hier à propos de Fidélia. Ah, quand me corrigerai-je de cette mauvaise habitude de toujours m'impatienter après elle, de l'appeler idiote, imbécile, oie, buse. Hélas, c'est aujourd'hui que je me confesse et je ne fais que bien peu de progrès dans la vertu de patience. Mais aussi je veux faire bien pénitence et être tout aujourd'hui d'une douceur exemplaire. Ah, mon Dieu, aidez-moi à être bonne, au moins aujourd'hui, que je me prépare à vous recevoir dignement. Donnez-moi le repentir de mes fautes, Saint-Esprit. Faites-les-moi bien connaître toutes. Jeudi matin 2 avril, je reviens du catéchisme, j'ai commencé, mais cela, je ne peux point le raconter, ce que j'ai éprouvé. Il n'y a pas assez de mots assez grands pour le dire. Jean partira ce soir pour la Grolée avec papa. Il va y passer 8 jours. Tante Hélène, tante Hélène, dit aussi tante Laine, demi-sœur de Samuel Pozzi, célibataire, elle vécut avec son père, Benjamin Pozzi, et sa seconde femme, anglaise, à Bergerac, Agen ou Bordeaux, suivant les affectations du pasteur. Elle allait mourir tôt, avant la Première Guerre mondiale, probablement de tuberculose. Reprise. Tante Hélène le gardera. Voilà 8 jours de tranquillité. Pourtant, je crois que je m'ennuierais s'il fallait rester longtemps toute seule. Vendredi saint 3 avril. Jean est parti hier au soir. En ce moment-ci, il est 9 heures, il doit arriver à la Grolée. Avec papa, je me représente sa joie, ses cris d'allégresse. Pour moi, je reste ici. Maman est contente de m'avoir gardée. Et je l'aime tant qu'une séparation même de 10 jours me serait douloureuse. Je vais faire un peu pénitence aujourd'hui, si pénitence il y a, avant de faire maigre et d'aller entendre à la Bodinière Mouner-Sully, lisant des sermons de Bossuet. Note. La direction du théâtre de la Bodinière faisait exceptionnellement alterner, depuis le temps de Carême, des causeries sur les chansons libertines et sur les sermons de Bossuet, ces dernières étant assurées par Léo Claretti avec le concours de Mounet-Sully. Reprise. C'est bizarre, avoir choisi un théâtre comme la Bodinière pour lire des choses très religieuses. Enfin, il paraît qu'il y a un monde fou, et j'espère qu'en allant là pour se distraire, les gens du monde en sortiront un peu meilleurs. Samedi saint. Je viens d'écrire une lettre à Jean. Todd a écrit aussi.
Il est si gentil, ce petit chien, c'est un amour. Hier, je l'ai laissé un peu avec l'aïeul. Il a hurlé tout le temps. Dès qu'il ne me voit plus, il devient triste et inquiet, puis il tombe dans le marasme ou il pleure. De sorte que, chaque fois que je le laisse, cela me fait beaucoup de peine. Dimanche de Pâques. Papa revient ce matin, laissant Jean seul à la Groslet avec tante Laine. J'ai invité à déjeuner Magali et Vailly. Hier, je me suis promenée avec Magali toute la journée. Fernande y était aussi. Nous sommes rentrés, puis nous avons joué jusqu'à 4 heures. Magali semble recommencer à avoir de l'affection pour moi. Je sens que vraiment je pourrais l'aimer si elle m'y encourageait un peu plus. Lundi de Pâques. J'ai reçu ce matin une très gentille lettre de Jeannot. Note. Cette lettre, signée de son vieux type de frère, accompagnait une aquarelle représentant un steamer dédié à sa chère sœur. Reprise. Une très gentille lettre de Jeannot. Il commence vraiment à me manquer, ce vieux type. C'est tout autre chose d'être avec lui à se disputer qu'avec Magali à faire de l'esprit. Je jubile. Mes idées en politique sont très arrêtées, vous savez. Et je déteste, j'exècre la République. Pourquoi? Mais parce qu'elle tue la France. Ce cabinet bourgeois. À l'horreur. Il commence à nous brouiller avec la Russie. Il se moque pas mal de nos intérêts, pourvu qu'il reste lui et qu'il vole l'argent du pays. Qu'il gruge le peuple, qu'il mette impôt sur impôt. Au fait, je ne sais pas ce qui n'a pas d'impôt. J'ai mon Todd, impôt sur les chiens. Jean a sa bicyclette, impôt sur les bicyclettes. Nous avons un appartement, impôt. Nous avons pour entrer et sortir des portes et fenêtres, impôt. Enfin, impôt sur les allumettes, les cigares, les boissons. Bref, nous sommes le pays le plus imposé de tous. Voilà pour soulager ma bile. Mais il fallait un dernier coup et Bourgeois l'a porté. Voilà pourquoi je jubile. Impôt sur le revenu. Note. Ayant formé son propre cabinet après la démission du gouvernement Ribot, Léon Bourgeois essaya à partir du 1er novembre 1895 d'instaurer l'impôt sur le revenu sans succès. Mais il retentera encore, redevenu ministre cette fois-ci de l'instruction publique, dans le cabinet Brisson, en 1898, de faire accepter cet impôt. Reprise. Il va falloir dorénavant dire chaque année ce qu'on a comme fortune, ce que cela rapporte, combien on a gagné l'année d'avant, et là-dessus on imposera. Or, c'est très bien. Jusqu'ici, on avait bafoué la religion. On avait bafoué ce qu'il y a de plus sain. On s'était moqué de la France. On s'était moqué du droit des gens et de la justice. La petite bourgeoisie, elle qui avait fondé la République, avait regardé tout cela sans broncher. Maintenant, Bourgeois crie sus au magot. Allons, mes fidèles compères, prenons leur argent. Sus au revenu. Voilà pour te récompenser, chère petite bourgeoisie. Chers marchands de draps, chers coiffeurs, chers tailleurs, chers épiciers, qu'on lui ôte sa religion, bah, ça lui est bien égal. Qu'on tue les pauvres, ça ne lui fait pas de mal, mais maintenant, c'est à son argent, c'est à son or, c'est à son Dieu qu'on va s'en prendre. Ah, mais non, dit-elle, et elle se révolte. Vous avez entendu parler du conflit entre le Sénat et la Chambre? Eh bien, le Sénat a perdu, Bourgeois a gagné. Car vraiment, on ne peut pas dire que Félix Faure soit le président de la République. Le véritable président, c'est Bourgeois. Mais partout où Faure se promène, maintenant, on entend que vive le Sénat, vive le Sénat. Et le cabinet bourgeois fait un nez. Voilà pourquoi je jubile. Je dis en finissant, à bas Bourgeois, à bas la République, vive le roi. Mercredi 8 avril. Ah, cette Fidélia, cette Fidélia. Ah, elle me fera damner. Maintenant, mon parti est pris. Je n'en veux plus vraiment. Je ne peux plus la garder. Maman en a assez aussi. J'ai tâché, ces jours derniers, d'être plus douce avec elle, j'ai réussi. Je crois que je ne l'ai plus du tout appelée bête et idiote, mais aujourd'hui, le vase est plein. Et ce matin, la goutte d'eau l'a fait déborder. Ah, Fidélia, je crois que jamais on ne retrouvera une pareille merveille de négligence. J'ai reçu hier une lettre très drôle de cousine Thérèse Pochou qui va monter à bicyclette. Je me suis tordue de rire. Note. Thérèse Pochou, surnom de tante Marie,
la femme de l'oncle de Catherine du côté maternel, Alfred Demas. Vendredi 10 avril. Je me suis bien amusée hier. Je suis d'abord allée avec Mam déjeuner chez voisin, puis nous sommes allés au concours hippique. Nous y sommes restés jusqu'à 5h15 environ. Après, je suis allée faire un tour au bois, mais le soir, j'étais très fatiguée et j'avais un mal de tête fou. Aujourd'hui, je m'amuserai encore bien plus. Je vais monter à cheval avec Valérie. Maman doit venir, elle veut me surveiller car elle a toujours peur que je ne me fatigue trop. Je suis sûre qu'elle ne me laissera faire qu'une demi-heure. C'est très gentil d'avoir une maman qui vous aime et vous soigne comme ça, mais c'est quelquefois bien ennuyeux, car quand je pense qu'il y a 1 an et demi depuis ma dernière maladie, samedi 11 avril, je me suis énormément amusée hier. J'ai monté Achille et la péricole. Monsieur Massé a été très gentil, nous avons été ensemble, Vailly et moi, car nous n'avons eu qu'un professeur pour deux. Le soir, nous sommes allés à Versailles, la petite Bensheim, Louise, Poujol, Fidélia, moi et Todd avons visité le Grand Trianon et le Petit, le hameau, le parc du château et la chapelle. Nous n'avons pas eu le temps de visiter le château. En revenant, nous avons presque manqué le train. Le soir, on a emporté Annette, la cuisinière de Mam. Elle a la fièvre typhoïde. On l'a emportée à l'hôpital Necker. Le pauvre Émile a l'air d'une âme en peine. Dimanche de Quasimodo 12 avril. La maison est sans dessus-dessous avec Mam sans domestique. Annette est partie et Émile est affolé. On vient d'annoncer la prochaine arrivée de Jean. C'est tante Hélène qui le ramène. Tante couchera ici dans la chambre verte, à côté de la mienne. Je suis ravie de la revoir. Cette chère tante si gentille. Bon. Voilà que maman vient de recevoir une dépêche de tante Hélène disant: Mère plus malade, impossible de partir, désolée, tendresse, Hélène. Quel malheur, je me faisais une si grande joie de la revoir. Maman vient d'expédier à la hâte une dépêche à Pierre, le jardinier. Il ramènera Jean à Paris. C'est la seule personne de confiance à qui on puisse le confier. Lundi 13 avril. Jean arrive ce matin à 11h30. Miss Bruce arrive pour déjeuner chez nous. Je suis contente du retour de Jean, mais celui de Miss m'ennuie au plus haut degré. Elle est si commune et a parfois des idées complètement fausses. Ses idées sur les catholiques, par exemple, sont renversantes. Et pourtant, c'était bien de son devoir de ne pas nous en parler, puisque nous n'avons pas la même religion qu'elle. Ce soir, 9h. Jean est arrivé. Au commencement, j'étais ravie de le revoir. Mais il a repris bien vite, hélas, ses habitudes de méchanceté envers moi. Il y a eu les Troisiers, ils ont dîné, ils viennent de partir. Oh mon Dieu, que je me sens malheureuse. J'aime mon frère. Et voilà comment il me récompense. Pourtant, aujourd'hui, j'ai été particulièrement gentille avec lui, et je n'ai rien dit quand il m'appelait idiote imbécile. Le voilà qui entre, il me demande. Il serait plus poli avec un chien. Si je n'ai pas un de ses livres. Je lui réponds que je l'ai prêté à André Troisier, qui a dû le laisser au salon. Et il part, me promettant sur un ton grondeur qu'à l'avenir, il abîmera tous mes livres et qu'il les donnera à tout le monde. Le voilà qui revient. Tiens! Son ton a changé. Il me demande presque aimablement une de mes bougies, que je lui prête sans rancune. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer quelle est ma vie avec lui. Exemple. Jean! Il fait froid! Mets une pèlerine de Catherine. Je cours chercher ma pèlerine. Jean dit: Non, jamais de la vie, je ne veux pas de quelque chose qui a touché ma sœur, elle est sale. Je mets amicalement la main sur son épaule. Ne me touche pas, je n'aime pas qu'on me touche, tu ne t'es pas lavé depuis 8 jours. Telles sont ses réponses, et ce soir, pour couronner tout, il a absolument refusé de faire sa prière avec moi. Oh, n'est-ce pas triste? Avoir un frère, sentir qu'on peut l'aimer et être traité ainsi par lui, hélas. Que faire? Être la dernière des mendiantes et se sentir aimée de tous? Mais Jésus me l'a soufflé aujourd'hui dans l'oreille. Je sais ce que je dois faire, être douce, patiente, souffrir tout, aux injures se taire. Pourrais-je le faire? Mais j'essaye. J'ai commencé aujourd'hui, je continuerai. Mercredi 15 avril 1896.
Je suis allée au concours hippique avec Miss Bruce. Il est 7 heures et je suis fatiguée. En parlant avec Mam et Louise, maman, tout à l'heure, a encore abordé le sujet brûlant. Elle dit qu'il faut absolument que je travaille l'année prochaine, car vraiment, ce que je fais cette année ou rien, c'est la même chose. Maman a ajouté en plaisantant qu'à 18 ans, si j'étais ainsi, je ne trouverais jamais à me marier. Très bien. Oui, maman chérie, je suis d'accord avec toi pour la première chose. L'année prochaine, je me promets de travailler ferme. Non pour mon futur époux, mais pour moi. Car je suis persuadée, et avec raison, j'en suis sûre, qu'une jeune fille ignorante, quoique intelligente, trouvera 20 fois plus d'amateur, le vilain mot, qu'une autre jeune fille qui sera plus savante que son mari. Un exemple, mesdemoiselles Pinard, que je connais fort bien, sont des puits de science. À leur âge, 15 et 16 ans, on n'est d'ordinaire pas plus savant que le premier collégien venu. Eh bien, elles sont très fortes en sciences, mathématiques, astronomie, botanique, minéralogie et surtout en physique. Je suis sûre que quand on leur cherchera un mari, les prétendants reculeront, épouvantés à la vue de tout ce savoir. Et puis, je me suis aperçue que les hommes n'étaient jamais plus fâchés que quand on blessait leur amour-propre. Ils aiment à se voir admirés, à être les plus savants, en un mot, à être supérieurs à nous autres, pauvres femmes. Mais si, dans un ménage, la femme se permet de donner un conseil à son mari, en dehors des choses domestiques, celui-ci se rebute, se fâche. C'est lui qui doit décider de tout, c'est lui qui travaille, qui a le plus exercé son esprit. S'il arrive que la femme est la plus savante, le pauvre amour-propre de l'époux est froissé, alors, oh alors, ne me demandez pas le reste. Je ne suis pas une conteuse de querelles et de dissensions domestiques, au contraire, une femme qui se rapportera en tout à son mari, qui lui demandera des conseils, qui l'admirera, qui le priera de lui expliquer telle ou telle chose savante, cette femme-là sera aimée et heureuse. Car voyez-vous, les hommes sont ainsi. Le tout est de savoir s'y prendre. Et s'il y avait au monde beaucoup de savantes, il y aurait peu de maris. Pour ma part, je sais bien que je sois bête ou ignorante, intelligente, pédante, il y aura toujours quelqu'un qui m'admirera et m'aimera. Ce quelqu'un a 15 ans, et c'est un de mes amis d'enfance. Pauvre quelqu'un. J'ai bien peur que l'oiseau s'envole. Vois-tu, ami, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je sens que je ne pourrai jamais t'aimer d'amour. Tu n'y penses pas encore, pauvre ami. Mais si je viens près de toi, si je te parle tendrement, ah, pauvre quelqu'un, qu'il serait facile de te tourner la tête. Et là-dessus, je finis en me relisant. Il me semble qu'il y a dans ces lignes non pas l'âme d'une petite fille de 13 ans, mais celle d'une femme mûre qui connaît déjà le monde. Mais je suis ainsi, et jamais je ne serai comme tout le monde. Jeudi 16 avril. Ce matin, maman m'a fait dépêcher horriblement. Je ne me suis pas lavé les dents, car un coup de brosse à la hâte ne peut pas s'appeler laver. Et quand je me dépêche ainsi, je m'enlève régulièrement de grands morceaux d'émail. C'est idiot, idiot, maman est vraiment bête. Moi, je suis agacée, j'ai envie de casser tout et de gifler tout le monde. Ah, et les nerfs se tordent, mes dents grincent, j'ai envie de pleurer, c'est assommant d'être nerveuse à ce point. Laissez-moi tranquille, vous me bassinez, vous m'embêtez, vous m'assommez tous, allez au diable. Ce cahier est bête, je suis idiote. Le monde est rien du tout. Là, samedi 18 avril. Oh là là! Je me tords de rire en relisant ce que je viens d'écrire il y a 2 jours. Quelle mouche me piquait! Et je me rappelle que je venais à peine d'écrire sur mon buvard. Tout le monde m'assomme. Que maman, qui regardait ce que j'écrivais tout en me coiffant, me dit gentiment, tu sais, Cata, il faut 2 M à Assomme. Mais comme il y a beaucoup de monde, tu pourrais en mettre 3 ou 4. Et moi, je me jetais à son cou en pleurant. Comment peut-on bouder une maman pareille? Aujourd'hui, ou plutôt ce matin à 11 heures, j'ai pris au bois avec Pellier une leçon de guide.
Je me suis énormément amusée. Et maintenant, j'apprends les exploits de Philippe, roi de Macédoine. Note. Catherine avait encore à cette époque un autre petit carnet où elle dessinait et recopiait, pour se rappeler, des extraits de ses livres d'histoire. Et j'écris pour me rappeler. Philippe se fait déclarer roi en 359. Il avait alors 23 ans. Si le duc d'Orléans, qui doit avoir aussi 23 ans, se faisait déclarer roi, à l'exemple de Philippe. Lundi 20 avril. Je reviens du bois. J'ai monté au manège avec Vailly et Jean. Je commence vraiment à très bien monter. Quant à Jean, le pauvre petit est cocasse. Selon la très juste expression de monsieur Pellier, ce n'est pas le cavalier qui conduit le cheval, c'est le cheval qui conduit le cavalier. En ce moment-ci, maman a la visite de mesdames Alexandre Dumas et Troisier. Note. La veuve d'Alexandre Dumas fils, 1824-1895, née Henriette Régnier de la Brière, 1851-1934, divorcée de l'architecte Félix Escalier qui était l'ami des Pozzi, était leur voisine, à Puy, près de Dieppe. Alexandre Dumas fils y avait acheté une propriété où son père était mort, le 5 décembre 1870. Reprise. Mesdames Alexandre Dumas et Troisier. Cette dernière fort chic revient d'un voyage en Italie où elle a passé les vacances de Pâques. Je délaisse un peu la politique, il n'y a rien de bien intéressant en ce moment. L'état de choses reste le même, tout le monde est dégoûté de cette République. Il n'y a que les étrangers qui jubilent de notre embourbement. Il se passe en ce moment une comédie qui révolutionne bien des esprits. Je veux parler de mademoiselle Couédon, l'ange Gabriel. Note. Le Figaro, du 18 avril 1896, a publié un article d'Émile Zola intitulé « La voyante » que Catherine a dû lire. L'écrivain y racontait sa curieuse rencontre avec une jeune femme de 25 ans, visitée depuis des mois par l'ange Gabriel. Ouvrez les guillemets. Certes, cela serait d'un enfantillage très innocent, et une aventure d'une telle banalité ne mériterait pas de fixer l'attention pendant 1 heure, si brusquement la crédulité n'avait agi, déterminant dans la pauvre humanité souffrante l'extraordinaire crise de foi à laquelle nous assistons, fermez les guillemets, et de conclure à un cas d'auto-intoxication par exaltation du sentiment religieux. Mademoiselle Couédon allait cependant prédire, entre autres prophéties troublantes, l'incendie du bazar de la Charité qui eut lieu en 1897. Reprise. Je veux parler de mademoiselle Couédon, l'ange Gabriel. Tout le monde va la consulter et les savants font sur son cas de longues dissertations. Je suis du même avis qu'un article du journal des débats qui traite du dédoublement du cerveau, et je suis persuadée que le lobe droit est mademoiselle Couédon et le lobe gauche l'ange Gabriel. Et c'est très bizarre, mais parfaitement naturel. Vendredi 24 avril. Je viens de chez Pellier, j'ai monté à cheval, je me suis beaucoup amusée, les professeurs sont si drôles. Valérie, moi, Monsieur Masset et Monsieur Rousselin sommes sur la même ligne. Jean et Monsieur Fleury sont derrière. Et Monsieur Rousselin fait des calembours, moi je dis des bêtises, Valérie rit et Monsieur Masset est tour à tour ironique ou galant. À un moment, Monsieur Rousselin nous dit à Valérie et à moi, si vous n'avez rien à vous dire, et je continuais, pourquoi venir auprès de moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Dirent-ils. Comment vous ne savez pas? La fameuse romance de la célèbre Adelina Patti, note. Cantatrice italienne,
1843-1919, souvent applaudi à l'Opéra de Paris. Reprise. Et tous ensemble. Oh, chantez-la nous. Volontiers, dis-je, mais il faut que quelqu'un m'accompagne. Et tout de suite, Monsieur Fleury qui me propose de monter à l'orchestre. Et la conversation continue sur ce ton, mais je m'oublie. Mon livre est déjà aux 3/4 plein. Je suis vraiment aussi bavarde pour écrire que pour parler. Samedi 25 avril. Paris est agité. Bourgeois a démissionné il y a quelques jours. Note. En fait, Léon Bourgeois avait démissionné un mois auparavant, le 28 mars 1896. Le Sénat avait provoqué la chute de son gouvernement en lui refusant les crédits nécessaires au rapatriement des troupes cantonnées à Madagascar. C'était la première fois que la Chambre haute obligeait un gouvernement à démissionner, ce qui créa un climat que le président de la République Félix Faure jugeait presque révolutionnaire. Reprise. Le bruit courait que Faure avait fait de même. Mais c'est une fausse nouvelle. Hier soir, il y a eu une réunion publique des socialistes. Ils ont crié Vive la Révolution, à bas Faure, à bas le Sénat, vive la Commune, à bas les Juifs, à bas les Juifs. Et on les a arrêtés juste au moment où ils allaient manifester sur les boulevards. Il y a eu des charges de cavalerie. Bref, c'est assez inquiétant. Le 1er mai approche, on aura peur. Y aura-t-il vraiment une révolution? Mercredi 29 avril. Il y a des mois que je m'en doutais. Aujourd'hui, j'en suis certaine. Ah, maman chérie, pourquoi ne m'avoir jamais rien dit? Ce que vous m'avez caché, mon cœur l'a deviné. Pourquoi m'avez-vous forcé à vous espionner? Croyez-vous que moi aussi je ne sache pas garder un secret? Et pourtant, vous voyez maintenant ce secret-là que je garde, qui me brûle le cœur depuis des mois, ce secret-là, personne n'en a jamais rien su. Si vous ne me l'avez pas dit, moi je l'ai bien deviné. Pourquoi me traiter en enfant et en étrangère? Jeudi 30 avril. J'ai renouvelé ma première communion ce matin. Mame et Louise nous accompagnaient. Monsieur l'abbé Herzog a très bien parlé. C'est aujourd'hui la 4e fois que Dieu est venu dans mon âme. Je lui ai demandé ce matin de lui rester toujours fidèle et surtout, oh cela, je le lui ai demandé de toutes mes forces de convertir papa et maman. Maman est catholique, mais hélas, jamais je ne l'ai vue faire sa prière et il y a bien longtemps qu'elle n'est allée à l'église. Papa a au fond de lui, au bien au fond, un reste de piété endormi. Cela serait plus facile de le convertir que maman. Mais maintenant, il ne croit à rien. Le destin, le hasard, la nature, voilà sa religion. Il est protestant. Et il dédaigne la politique des pasteurs. Les cérémonies catholiques le touchent plus. Au jour de ma première communion, il a presque pleuré. Pourquoi n'ai-je pas profité de cette minute d'attendrissement? Pourquoi ai-je laissé son cœur refroidir? Mais mieux vaut tard que jamais, comme dit le proverbe. Essayons. Que faut-il d'abord? La prière et le sacrifice. Ce matin, j'ai offert à Dieu ma vie, mais il est plus facile d'offrir sa vie que de se retenir de manger une chose appétissante. Nous partirons pour la Groslay mercredi. Encore 6 jours. Vendredi 1er mai 1896. Le lendemain. Ce soir, eh bien, et la Révolution? Comment, me direz-vous, mais elle doit battre son plein. Ah wish! De révolution, pas plus que sur ma main. Tant mieux ou tant pis. Le nouveau ministère est définitivement organisé. Est-ce que ce cher monsieur Méline tiendra longtemps? Note. C'est Félix Jules Méline, 1838-1925, qui prononça le discours contre le projet d'impôt sur le revenu qui entraîna la chute du cabinet bourgeois. Félix Faure lui confia alors la tâche de former un nouveau gouvernement dans lequel, devenu ministre de l'Agriculture, F. J. Méline s'entoura de républicains modérés. Sa politique
lui attira l'hostilité des socialistes et des ouvriers, mais, contrairement à ce que prévoyait la jeune Catherine, Méline allait rester en place plus de 2 ans, jusqu'au 27 juin 1898 très exactement, ce qui fait de son ministère l'un des plus longs de la Troisième République. Reprise. Est-ce que ce cher monsieur Méline tiendra longtemps? Hé hé, je crains bien que non. Enfin, c'est toujours mieux que le ministère bourgeois. Mais ça ne fait pas l'affaire des radicaux et des socialistes. Qui vivra verra. Sur cette judicieuse remarque, je pose ma plume. Bonsoir. Dimanche 3 mai. Ce matin, maman est venue déjeuner, et comme elle avait les yeux rouges, je suis sûre qu'elle a encore beaucoup pleuré, hélas, hélas. Toujours ces disputes aigres douces avec papa, ces taquineries, ces reproches de part et d'autre. Papa est trop mondain et fait la cour à toutes les jolies femmes. Maman est un peu jalouse et elle est très malheureuse d'être négligée. C'est tout juste si elle voit papa le matin. Et bonjour. Le voilà qui file pour toute la journée, déjeuner chez Madame Strauss. Note. Madame Émile Strauss, 1849-1926, née Geneviève à Lévis, avait épousé en premières noces le musicien Georges Bizet, dont elle eut un fils, Jacques Bizet, proche ami de Proust. Puis, en secondes noces, Émile Strauss. Son salon du boulevard Haussmann, où elle recevait le Faubourg Saint-Germain et le monde des lettres et des arts, fut le lieu de rassemblement des Dreyfusards. De Samuel Pozzi chez Madame Strauss, Élisabeth de Gramont disait dans ses mémoires, guillemets, le professeur Pozzi était grave. Il hellénisait en revenant de sectionner les chairs tendres des femmes, fin de guillemets. Proust, fille de Geneviève Strauss, qui avait l'esprit de répartie, l'un des modèles de la duchesse de Guermantes. Reprise. Déjeuner chez Madame Strauss, où maman n'est pas admise, car cette dame n'invite que des hommes. Dîner chez Madame Baird, note. Madame Guillaume Baird, née Helena Goldschmidt en 1870. En littérature, Jean d'Orny était en effet réputée pour sa beauté, ses épaules sculpturales et son salon littéraire qu'elle tenait le lundi après-midi dans son hôtel particulier de la rue des Mathurins. La belle Hélène fut l'égérie d'un Lecomte de Lille vieillissant et quelques 20 années plus tard l'amie de Jean Pozzi, être d'élite selon elle. Reprise. Dîner chez Madame Baird, qui a de si belles épaules, et en soirée ou au théâtre chez une autre belle cliente. Et maman reste à la maison, agacée ou de mauvaise humeur. Quand papa rentre, elle le boude. Parfois un mot gentil, un sourire pourrait le retenir, mais maman ne voit ni n'entend. Elle a des névralgies et papa repart. Que puis-je y faire? Je me rappelle il y a 2 ans de cela. Un matin, j'étais en chemise et pieds nus dans le lit de papa et maman, et il arriva que maman faisait des reproches à papa. Papa était ironique, ce qui ne faisait qu'agacer maman encore davantage, et il y eut une petite dispute, des coups d'épingle de part et d'autre, j'y assistais, et subitement une idée me vint. Quoique encore une enfant, je comprenais très bien tout. Je pensais, papa et Nanny ne s'aiment plus, ils vont divorcer. Et je rentrai dans ma chambre. Quelque temps après, maman entra. Elle me trouva au désespoir, pleurant à gros sanglots, et elle comprit tout de suite. Elle me consola. Et quand papa apprit mon chagrin, il eut de regrets. Plus que les reproches de maman ne lui en avaient jamais donné. Mais maintenant, je suis trop grande. Que puis-je faire? Maman ne veut pas que je la console. Le mieux est de faire semblant de ne rien voir. Ah mon Dieu, mon Dieu. Inspirez-moi. Que faire pour ramener la paix? Que faire? Samedi 9 mai, plus 6 jours.
Nous partirons demain soir, tout est sans dessus dessous, maman est d'une humeur massacrante, du reste il y a longtemps qu'elle est comme ça, elle s'agace, s'énerve, pleure, a mal à la tête, bref, elle est comme un crat. Chaque fois qu'on lui parle, elle vous envoie promener avec un air crrr, brrr. On croit qu'elle va grincer des dents. J'aime mieux pourtant ça. Si elle m'embrassait gentiment, je m'attendrirais. Comme cela, je n'aurais pas de regret de quitter Paris. Et je suis si contente de partir. Ce soir, avons été au jardin d'acclimatation. Les singes étaient délicieux. Maman était gentille ce soir. Elle m'a promis qu'elle viendrait nous voir le plus tôt possible et que si elle était souffrante, ce serait moi qu'on ramènerait. Quant à moi, je lui ai assuré que si elle ne venait pas au bout de 10 jours, je mangerais des pommes crues et des noyaux de pruneaux, exprès pour me rendre malade, comme cela elle serait bien obligée de venir. Et alors son cœur a fondu. Je me suis mise à pleurer comme une grosse bête. C'est si dur de quitter une maman qu'on aime tant. Je l'aime, je l'aime. Je crois que je l'aime trop, c'est un péché d'aimer ainsi. Nani, Nan Tiouli m'a bien aimé, mon amour. Personne, oh non, personne n'a été tant aimé qu'elle. Et quand je me dis que tout passe, et que toute vie, si belle qu'elle soit, a la mort au bout, si maman mourait avant moi, l'horreur, quel malheur, que deviendrais-je? De deux choses l'une, je mourrais de douleur ou je deviendrais folle. Je sens bien qu'il n'y a qu'une chose qui pourrait me sauver, la religion. Dieu, l'amour de Dieu poussé jusqu'à la folie, c'est la seule chose qui me resterait. Vraiment, je suis trop lugubre. Laissons toutes ces vilaines pensées. J'aurai Thérèse, l'oncle, tante Marie, Mam, tante Laine, Lisette, Figaro et mon Todd. J'écrirai très souvent à Nanny qui me répondra longuement. Vraiment, tout autre que moi n'en serait pas malheureuse. Je veux être gaie, aimable, gentille. Je tâcherai. Quoi? Samedi 23 mai. Plus 20 jours. Je n'ai pas le temps d'écrire aussi régulièrement que je le faisais à Paris. Je travaille jusqu'à 4 heures, et quand j'ai fini mon piano et mes devoirs, je me donne un peu de bon temps de 4 à 7 heures. Nous faisons d'interminables parties de croquet, de grandes promenades à bicyclette, nous nous amusons tous énormément. Le soir après dîner, s'il fait beau temps et clair de lune, nous allons, l'oncle et moi, examiner les étoiles. L'astronomie me passionne, je commence à être assez forte là-dessus. J'adore aussi la géologie, et comme l'oncle Alfred est très savant là-dessus, j'aime à écouter durant des heures, qui me semblent courtes, de longues dissertations sur la formation de la Terre, sur l'époque préhistorique et toutes sortes de choses savantes. Note. Oncle Alfred. Oncle de Catherine, du côté maternel, qui habitait à Montpellier avec sa femme Marie, dite Pochou, et leurs enfants. Thérèse, dite Thérésou, et Lucien. D'Alfred Desmazes, Catherine écrivit à une période où il était gravement malade, guillemets. C'est avec l'oncle que j'ai le plus ri, le plus appris, le plus pensé, fin de guillemets. Il l'appelait pazza, c'est-à-dire folle en italien, ce qui bien sûr ravissait Catherine. Il allait mourir en 1897. Nous sommes en mai 1896. Reprise. Si j'étais un homme, j'étudierais ces questions si intéressantes, mais je ne désespère pas de devenir savante quand même. Je ne serai pas la première femme qui se soit occupée de ces choses-là. Il fait très beau temps, mais un peu froid. Il y a 13 jours que nous sommes ici. Maman va venir bientôt. Aïe! Il est déjà 10 heures du matin et je n'ai pas encore commencé à me laver. Bonjour! Dimanche, Pentecôte. Nanny, maman, si tu étais là, Jean est si méchant. Toutes les fois qu'il trouve quelque chose de méchant à me faire, il le fait. Tout le temps, il me houspille, me taquine. Mais c'est une méchanceté voulue. Ce n'est pas la méchanceté de petit garçon rageur, c'est la méchanceté froide, qui blesse à chaque parole dite. Et il fait ce qu'il peut pour me blesser, il me l'a dit aujourd'hui en propre parole, guillemets. Toutes les fois que je pourrais être désagréable, je le serai, fin de guillemets. À chaque coup d'épingle, il me regarde d'un air ironique et satisfait pour voir si le trait a touché.
Oui, mon frère, oui. Ils ont tous touché, chacun de vos traits a laissé son empreinte dans mon cœur. Jean, tu ne sais donc plus, petit être féroce. Tu as donc oublié que nous avons été portés dans les mêmes entrailles, que nous avons sucé le même lait, tu l'as donc oublié? J'ai écrit à maman. Je lui ai tout dit sur Jean. S'il continue à me faire mal, je l'enverrai. S'il est meilleur, je ne dirai rien, car je sais que ma lettre fera de la peine à maman quand elle saura comment il est pour moi. Ce soir, je n'ai pas envoyé la lettre par charité pour Jean. Je suis trop bonne. À quoi cela me sert-il?